Pour l'After Talk, nous a rejoint Israël Guébo. Bonsoir. Fabrice. Bonsoir, monsieur le ministre. Changement de décor. Vous êtes bien installé dans notre canapé? Oui. D'accord. Je préfère ça parce que c'est reposant et ça n'excite pas trop. Merci, monsieur le ministre. Ouais. Israël Guébo. Alors, Kobina Kwasa-Djimani, bonsoir. Oui. Vous me permettrez de revenir sur votre déclaration du jour. Vous en avez longuement parlé. Ce qui m'interpelle surtout, c'est vous parlez au nom des cadres catholiques du RHDP. Oui. Ma question, c'est depuis quand existe ce groupe-là et comment est-ce que vous êtes structuré? Mais si vous allez à l'église, vous allez vous rendre compte de ce que cette plateforme de concertation, en tout cas, a toujours existé. L'association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire. Elle est même animée, non, pas de Côte d'Ivoire, elle est animée par des ministres. Vous avez vu souvent Madame Anou Loto poser des actes dans le sens donc de cette association. Et quand il s'agit de venir en aide donc, à l'Église, quand il y a des problèmes également qui se posent, et je vous ai rappelé tout à l'heure le cas de la Covid-19, où nous avons fait presque le tour de la Côte d'Ivoire pour soutenir donc, les églises et également soutenir certains chrétiens justement, qui étaient dans la détresse. Lorsqu'on regarde les photos qu'on a vues aujourd'hui, la vidéo, on n'a vu que des ministres. Est-ce que pour appartenir à votre groupement donc des cadres catholiques du RHDP, il faut être uniquement ministre? Non, non, on n'a pas vu que des ministres. Il y avait aussi des personnalités qui étaient présentes. Vous ne pouvez pas les distinguer toutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'étions pas seulement des ministres. Et nous ne disons pas que nous focalisons tout au niveau des ministres ou des cadres. Je dis que ce sont des rencontres ponctuelles que nous avons quand il s'agit par exemple d'intervenir pour soutenir les uns et les autres. C'est comme par exemple quand vous allez dans la religion musulmane, vous trouvez que même des étudiants sont organisés. Nous aussi, nous le sommes pour venir en aide à notre église. Votre action était-elle une initiative personnelle ou approuvée par la direction de votre parti politique? Si c'était une action politique, je ne serais pas allé à la cathédrale pour faire cette déclaration au nom de ces cadres. Nous ne l'avons pas fait en tant que Kobina Kwasi-Adjumani, mais nous l'avons fait dans le cadre de la plateforme dont j'ai parlé. Qu'en dit la direction du parti du RHDP? Mais nous n'avons pas besoin d'informer la direction du parti, puisque c'est nous-mêmes. Le président n'est pas là. Il est en Europe. Et quand on parle des cadres du RHDP, c'est nous-mêmes. Donc vous décidez, vous les cadres, en dehors du RHDP, d'aller faire une action. Même si ça peut porter préjudice à votre parti politique? Ça ne peut pas porter préjudice, c'est vous qui le dites. Vous savez, c'est une question. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. Monseigneur Koutouan, nous l'admirons beaucoup, nous l'aimons beaucoup. Mais il faut reconnaître que sa sortie là n'était pas aussi nécessaire. Bon, moi, ça va être la question. Quelle va être la suite après cette déclaration-là? Vous allez décider de rencontrer Monseigneur. Ça va être quoi la suite? Non, mais moi aussi, je vous renvoie à la question. Quelle va être la suite de la déclaration de Monseigneur? Puisqu'il a dit au président Alassane que sa candidature n'était pas nécessaire. Mais je vous l'ai dit, le président Alassane a reçu à plusieurs reprises Monseigneur Koutouan. Pourquoi ne part-il pas chez lui, dans le secret du bureau, dire au président... Vous l'avez dit sur le live. Oui, il ne l'a pas fait. Et puis, non seulement il ne l'a pas fait, mais il va maintenant s'exposer publiquement. Ça, on l'a compris. Si vous me permettez de finir sur cette question, vous avez fait une citation dans votre déclaration. Vous dites que la non-tenue des élections à la date du 31 octobre ouvrirait de façon certaine une période de vide juridique pouvant entraîner une situation chaotique. Alors, ma question, est-ce que ce n'est pas pessimiste alors qu'on a un article du nouveau code électoral modifié par ordonnance en avril 2020
qui lui règle la question et qui dit que si un événement survient et empêche la tenue de l'élection, le Conseil constitutionnel a recours au président de la République qui, lui, continue son mandat. Mais c'est réglé par l'article 47. Donc quel est l'événement? Pourquoi parler de vide juridique et de chaos? Quel est l'événement qui nous permet de reporter les élections? Ma question, c'est pourquoi vous parlez de vide juridique alors que c'est réglé par la Cour électorale? Ce que je veux dire, c'est que si vous avez lu la déclaration de Monseigneur, quelque part, il demande qu'on aille à une transition. Or, nous savons que depuis toujours, c'est la volonté des gens de l'opposition. Donc, nous disons que, au lieu d'être donc ce rassembleur d'hommes en tant que guide spirituel, mais il n'a pas besoin d'aller faire une déclaration pour faire de l'exclusionnisme. Monsieur Adjoumani, votre prédécesseur dans ce canapé, qui était le député de Yamoussoukro, disait qu'à son sens, les conditions d'une élection n'étaient pas réunies pour la date du 31 octobre. Est-ce que vous partagez son point de vue? C'est un député. Est-ce qu'il a déposé sa candidature? Vous êtes en train de me dire qu'il y a eu 45 candidatures qui ont été déposées. Mais Monseigneur devait également savoir qu'il y a eu 45 personnes et non des moindres qui se sont déplacés pour aller déposer leur candidature. Vous croyez que si les conditions n'étaient pas réunies, on allait pouvoir le faire? Moi, j'étais au PDCI à l'époque, en 1995, quand il y a eu le boycott actif. Des gens ont pris la décision de ne pas être candidat. Il y a eu le boycott actif, mais les élections ont été tenues à bonne date et le président Henri Konan Bédié a été élu président de la République. Or, là même, il y a eu le boycott actif. Il y a eu des actions partout. J'étais le rapporteur général de la Commission nationale d'enquête. Il y a eu plusieurs morts, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des élections et où le président Bédié a été déclaré vainqueur de ces élections-là. Dans ce même canapé, votre collègue Claude Daopolin a dit que pour les prochaines élections, la défaite d'Alassane Ouattara n'était pas envisageable. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Parce qu'une élection, on peut la perdre aussi. Mais justement, c'est parce que... Pourquoi les autres refusent qu'il soit candidat? C'est parce que déjà, il se voit perdant. Vous savez, le président Alassane Ouattara, figurez-vous, quand le président Henri Konan Bédié disait que ce troisième pont à lui seul équivalait à un deuxième mandat. Mais aujourd'hui, là, il y a eu combien de ponts qu'on a fait dans ce pays? Non, je vous pose la question. Donc pour vous, la défaite, elle n'est pas envisageable? La défaite ne peut pas être... Nous ne concevons pas de défaite. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent apprécier le vrai de l'ivraie. Ils savent que le président Alassane Ouattara a fait un travail énorme. Moi, je viens du terrain. C'est ça, il faut voir. Moi, souvent, vous voyez aussi les images. J'étais à Transua. Mais regardez les milliers de personnes qui étaient sorties pour écouter le message. Et regardez, j'étais dans des villages pour aller donner de l'électricité parce que on a déjà mis le courant, il fallait donc allumer. Mais l'effervescence, la liesse populaire, les gens étaient heureux de savoir que vraiment, ils allaient avoir de l'électricité pour leur campement, pour leur village. Mais c'est pour cela que nous disons que ce sera bilan contre bilan. Alors que les gens, s'ils ont des programmes, qu'ils les présentent. Mais aujourd'hui, leur programme, Alassane ne peut pas être candidat. Mais toi, tu es candidat. Tu n'aimes pas le Conseil constitutionnel et tu dis que l'autre ne peut pas être candidat. Vous trouvez ça normal? Quand vous proclamez comme ça que, de toutes les façons, la défaite n'est pas envisageable, est-ce que vous ne craignez pas de faire naître une suspicion de fraude dans l'esprit des gens? Je le dis pourquoi? Parce qu'à une époque, ça me rappelle un slogan « On gagne ou on gagne », qu'à l'époque, vous avez dénoncé parce que, selon vous, il laissait une possibilité de défaite il y a tout juste 10 ans. Est-ce que dans tous les cas, nous, notre candidat, il a été clair. Au moment du dépôt de sa candidature, il a dit qu'il allait se soumettre au verdict des urnes. Mais allons aux élections. C'est ce que nous demandons aux autres. Vous voyez, l'opposition a pris tout son temps, chaque fois, à s'opposer à toutes les démarches en rapport avec ces élections.
Même au moment de l'enrôlement, ils ne croyaient pas parce qu'ils avaient un plan B. Ça n'a pas marché. Les gens ont pensé que l'autre jour, quand le président Alassane a dit qu'il allait qu'il était prêt à accepter notre requête en étant candidat, les gens sont manipulés, ils sont sortis, ils ont brûlé partout. Les gens ont pensé que le peuple allait suivre. Mais il ne faut pas faire des amalgames entre pays. La Côte d'Ivoire revient de loin. Nous avons vécu des choses pas commodes à l'occasion des élections de 2010. Et donc les Ivoiriens, aujourd'hui, pour peu que quelqu'un prenne une décision, on dit non, il y aura guerre civile. Mais la guerre civile, là, ça va profiter à qui? Et si même il y a guerre civile, ceux qui disent aujourd'hui que leur salut se trouve dans la rue et puis dans la guerre civile, est-ce qu'ils auront la possibilité de gérer ce pays? Donc allons aux élections. Le peuple va décider. On a vu au Sénégal, quand Wade voulait être candidat pour la 3e fois, les gens disent non, ce n'est pas grave, nous on n'est pas d'accord. Mais à un moment donné, ils sont tous allés aux élections. Wade a été battu dans les urnes. Il a accepté le verdict. Même en Guinée, tout près de nous. Le président dit qu'il est candidat. Mais est-ce que vous avez vu des gens c'est vrai, il y a eu, des émeutes. Il y a eu des émeutes. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont couper des arbres. Ils barrent la route à d'honnêtes citoyens qui veulent voyager. On va brûler, casser des magasins. C'est cela, les manifestations dont vous parlez. M. Djouani, on parle de l'opposition. Permettez-moi de marquer mes projecteurs sur Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Guillaume Soro condamné à 20 ans de prison, Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il s'agit en fait d'une stratégie pour les empêcher de se présenter? Pourquoi je le dis? Et sur Guillaume Soro, quand je regarde le timing de sa condamnation, lorsqu'il était au RHDP, jamais il n'était inquiété. Dès qu'il est parti du RHDP, il y a des poursuites contre lui. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je vais vous dire que je ne veux pas, parlant de Gbagbo, réveiller certaines choses. Mais je vais vous dire, la casse de la BCEAO. Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens savent combien d'argent a été sorti de cette casse? Combien d'argent? 300 milliards de francs CFA. Mais la BCEAO n'est pas une exclusivité de la Côte d'Ivoire. Ce sont des fonds qui relèvent donc de la sous-région. Chacun y a son fonds. Mais pourquoi on va casser la BCEAO pour prendre 300 milliards? Et puis les autres banques, 29 milliards. Au total, ce sont 329 milliards qui ont été extirpés. Donc ce que vous dites, c'est que pour Gbagbo Laurent, c'est justifié, et pour Guillaume Soro? Mais pour Guillaume Soro, vous étiez là. Vous êtes là, vous avez écouté donc les enregistrements qui ont été faits, et vous avez écouté également le procureur de la République. Donc moi, je ne suis pas un juge pour venir débattre de ces sujets. Mais vous parlez de 300 millions, 329 milliards. Oui, mais ce sont des informations dont nous disposons. Mais 329 milliards, et vous pensez que Laurent Gbagbo n'a rien fait? Mais la question d'Israël Guébo, monsieur Djouani, c'était, pendant qu'il était au RHDP, ces questions-là n'avaient pas, concernant Guillaume Soro, n'avaient pas été évoquées. Et dans le timing, c'est juste après son départ que ces questions-là sont évoquées. Est-ce que ça ne participe pas un tout petit peu d'une manœuvre? Mais quand il était au RHDP, est-ce qu'il partait et faire des discours tel qu'il le fait aujourd'hui? Donc c'était en reprise? Non, ce n'est pas en reprise. On n'a qu'à se dire les vérités. Quand Guillaume Soro se présente comme un homme neuf, qui n'a jamais rien fait dans ce pays, alors qu'on connaît ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il se permet de dire qu'il est neuf, qu'il est le candidat de sa nouvelle génération, et qui insulte partout.
Mais ce n'est pas normal. Vous trouvez ça normal? Monsieur Djoumani, un cheval de bataille du RHTP, c'est la réconciliation. Les Ivoiriens sont très attachés, je pense, vous aussi, Oui. hein, à cette question-là. Qu'est-ce qu'au niveau de votre parti est mis en œuvre pour cette réconciliation entre les Ivoiriens, entre les fils de ce pays-là? Mais la réconciliation, Et pour d'autres qui sont même à l'extérieur. depuis que le président de la République, Alassane Ouattara, est là, ça a été son credo. Vous-même, vous êtes là, vous avez vu qu'on a amnistié plus de 800 personnes. Le cas de son frère, Laurent. Mais Laurent Gbagbo est au niveau de la justice internationale. Donc son cas ne dépend plus Il a été acquitté. de la Côte d'Ivoire. Il a été acquitté. Mais il a été acquitté sous condition. Dans tous les cas, moi, je ne suis pas venu ici pour parler des condamnations et autres. Je suis venu pour parler de mon candidat et de tout ce qui est en rapport avec les élections. Alors qu'est-ce que votre candidat fait pour la réconciliation? Mais mon candidat a trop fait pour la réconciliation. Trop fait. Il a beaucoup fait. Et puis quand vous parlez de réconciliation, ça dit, quel sens vous donnez à cette réconciliation? Nous allons dans nos villages. Là-bas, nous n'avons aucun problème. Dans les villes et villages, on se fréquente. Ce sont les hommes politiques qui sont... C'est-à-dire vous et... Oui, nous et les autres qui sommes opposés. Mais qu'est-ce qui nous oppose? C'est le pouvoir. Les uns veulent le pouvoir, les autres veulent également conserver le pouvoir. Et la place de la population dans tout ça, monsieur? Mais la place de la population, c'est le choix qui va être fait par les populations. Tous les candidats sont là. Il y en a 45. Le Conseil constitutionnel va décider de qui va compétir effectivement. Le peuple va décider de qui va être son candidat. Quand vous dites et le peuple dans tout ça, mais le peuple est bénéficiaire des actions de développement du président Alassane Ouattara. Parlons de votre candidat, Alassane Ouattara. Je ne vais pas revenir sur le débat de la troisième candidature du président parce qu'on a bien compris. Pour vous, il s'agit de briguer une première mandature de la Troisième République. Ça, c'est ce que vous dites. Et on va s'en remettre à la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, après 10 ans de pouvoir, avec une croissance à 2 chiffres, des infrastructures, des chantiers dont vous vous vantez, que peut prouver encore Alassane Ouattara? Oui, mais le président Alassane Ouattara s'est lancé dans la perspective de 2030, c'est-à-dire le programme qui a été établi ne s'arrête pas en 2020. C'est un processus qui va continuer son cours jusqu'en 2030. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des ponts qui ont été construits, comme on l'a dit, mais il y a des ponts qui sont encore en train d'être construits. Donc ça veut dire que le développement va toujours suivre son cours. Ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara... Qu'est-ce qu'il veut prouver encore, après 10 ans au pouvoir? Ah bon? Mais vous focalisez tout sur le président Alassane Ouattara. C'est une équipe. C'est ce qu'on a pour ça. C'est lui qui est le candidat du RHTP. Oui, il est le candidat, mais nous sommes dans une équipe. Nous avons donc notre capitaine. Le capitaine de l'équipe s'appelle Alassane Ouattara. Et autour de lui, il y a des hommes dynamiques. Qu'est-ce que donc vous voulez prouver, vous, l'équipe, que vous n'avez pas pu faire en 10 ans? Mais ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, vous êtes en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, vous savez très bien le travail qui a été fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Mais on va faire plus. On va multiplier par 3 les réalisations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et après, on va continuer. Monsieur Djoumani, peut-être que la question d'Israël Guebo, pour un tout petit peu la préciser, vous avez fait les choses depuis. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Les chantiers qui n'ont pas encore été... Mais nous avons notre candidat. Lorsque nous irons aux élections, nous allons vous présenter notre programme. Chaque candidat aujourd'hui est en train de mettre en place son programme de gouvernement. Nous avons mis en place un programme de gouvernement qui connaît son aboutissement en 2020. Maintenant, de 2020 à 2030, nous avons également notre projet de société qui intègre des données qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, puisque nous avons atteint plus ou moins nos objectifs. Mais nous comptons aller au-delà de ce que nous avons réalisé et qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Je vous ai dit que ce qui se passe dans nos villages, dans les villes, mais c'est totalement différent de ce qui se passe
au sommet des partis. Il y a encore des chantiers qui restent à faire, la santé, l'éducation, la réconciliation. Oui, mais on ne peut pas tout faire. Même en Europe, les gens ne sont pas tous satisfaits. Et pourtant, on dit que ce sont des pays développés. Et pourtant, en 2010, vous avez promis, en 5 ans ou en 10 ans, faire beaucoup, presque tout pour les Ivoiriens. Mais on a fait beaucoup pour les Ivoiriens. Et les retombées, vous allez les connaître. Parce que nous sommes sortis de l'abîme. Quand le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, mais tout était déchiqueté. Vous avez vu, c'était la destruction totale qui s'apparentait à la mort. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est redevenue la Côte d'Ivoire au point où il y a même 45 candidats. Mais vous croyez que si ce n'était pas bon, les gens allaient vouloir être candidats dans un pays où c'est la catastrophe? C'est parce que le président Alassane Ouattara a tellement bien travaillé que les gens veulent tous devenir des présidents. Mais n'importe qui ne devient pas président. J'ai toujours donné la parabole du margouillat et du crapaud. Quand vous mettez le margouillat au pied de l'arbre, il va le grimper d'un trait, mais mettez le crapaud, il ne pourra pas. Vous le prenez, vous le mettez au milieu de l'arbre, il ne pourra pas non plus tomber. Et monter, il va tomber. Attendez. Donc ça veut dire que il y a des présidents et des présidents. Et en la matière, notre candidat a fait ses preuves par les actes qu'il a posés dans le domaine du développement, dans le domaine de l'ouverture de la Côte d'Ivoire aux autres pays et de bien d'autres choses. Je peux vous dire que votre seul candidat, votre seul choix, c'est Alassane Ouattara et personne d'autre. Et s'il arrivait que la Cour constitutionnelle récuse la candidature d'Alassane Ouattara, que feriez-vous? Nous n'envisageons même pas cela. Vous savez que parce que quand on va à des élections, on s'assure que le candidat qu'on présente respecte tous les critères dus donc, au choix des candidats. Sachant qu'une candidature qui fait débat sur la Constitution... On n'a aucun problème. Et si la Cour constitutionnelle décide de récuser, que feriez-vous? Mais moi, je ne suis pas, certes, la Cour constitutionnelle, mais... Vous avez confiance aux atouts de votre candidat? Non, nous avons confiance aux atouts de notre candidat et nous savons qu'il va être retenu. D'accord, c'est noté. Monsieur Dioumani, justement, vous parlez de votre candidat, c'est très très bien, mais moi, un tout petit peu parler du climat électoral. Certains estiment que nous sommes peut-être dans une crise préélectorale. Votre candidat, qui par la même occasion le président de la République, a-t-il des actions, peut-il mener des actions, va-t-il mener des actions pour que ce climat-là ne puisse pas nous permettre d'aboutir, enfin, nous entraîne à aboutir à une crise post-électorale? Parce que c'est un peu la crainte de tous les Ivoiriens. Oui, mais quand vous dites notre candidat, c'est à l'opposition que vous devez poser cette question. Mais voilà que quelqu'un qui dit qu'il est candidat, et déjà, il s'agite, il monte des gens, ils instrumentalisent des jeunes qui vont casser, qui vont perpétrer des choses pas possibles. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas à notre candidat, vous devez poser cette question, puisque le candidat, lui, il est pour la paix. Il a décidé de déposer sa candidature. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu le président Alassane Ouattara dire que Bédié ne peut pas être candidat? Parce que si on doit parler de l'article, la Constitution de 2000, c'est vrai qu'on parle de verrou de l'âge qui a sauté, mais la Constitution de 2016 n'a pas donné de limite. On dit à partir de 40. Mais on aurait pu dire, bon, on revient à la Constitution pour dire que c'est 75 ans. Mais est-ce qu'on le dit? Parce que pour nous, lorsqu'il y a une nouvelle constitution, il y a une nouvelle république, et les candidats qui s'engagent pour la première candidature de cette république. Et nous pensons que notre candidat respecte cette norme. C'est pour cela que nous le suivons. Nous allons nous battre pour qu'il soit élu au 31 octobre 2020. C'est bien noté. Votre mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, que devient-il d'Houphouët? Que devient-il? A-t-il disparu? Est-il intégré au HDP? Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est un mouvement que nous avions créé en son temps pour faire la promotion du RHDP au sein du PDC-IRDA. Ah ouais. Parce que c'est le président Bédié qui avait dénommé le parti RHDP. C'était à Daoukro. Et j'en étais le porte-parole. À un moment donné, pour... je ne dirais pas pour des ambitions personnelles, mais lui seul a le secret de son retrait.
Il a décidé donc de nous abandonner. Mais nous lui avons dit que nous étions prêts donc à faire venir l'ensemble des militants du PDCI, RDA au RHDP. Surtout qu'on nous disait non, les militants n'en voulaient pas. Mais les militants, ceux qui étaient à la base, voulaient de ce RHDP. La preuve aujourd'hui, partout il y a le RHDP. Alors donc nous avons créé le mouvement pour faire la promotion. Notre objectif c'était qu'il y ait effectivement la création du RHDP. Notre objectif est atteint. Beaucoup de militants du PDCI sont aujourd'hui au RHDP et non des moindres. Il y a des maires, il y a des députés, des présidents de conseil au niveau régional. Et donc nous disons que notre objectif est atteint. L'objectif étant atteint, nous décidons, comme tous les autres partis, d'adhérer pleinement au RHDP. Nous ne sommes pas ces personnes qui adhèrent au RHDP au gré de leurs ambitions et quand elles ne sont pas satisfaites, elles en sortent. Mais nous demeurons RHDP, donc les traces du feu Boigny, certes, dans la mémoire des Ivoiriens existent, mais elles sont intégrées dans le RHDP. Avec votre note de satisfaction, M. Adjoumani, nous allons mettre fin à cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Dommage que... C'est vrai, ça coule vite. Mais je voudrais vous saluer et vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre pays. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que la crise post-électorale a causé comme dégâts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons à des élections et nous faisons le constat que ceux-mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait des élections, qui veulent faire la transition, vraiment sont engagés et se sont portés candidats. C'est déjà une avancée notable qu'il faut saluer. Mais je souhaite qu'on continue dans cette voie. Et je lance un appel aussi à l'endroit des hommes religieux et de nos guides spirituels. Ils doivent donc être l'expression réelle de rassemblement. Ils doivent prôner la notion de paix et non stigmatiser les gens, prendre des positions. Cela n'est pas bien. Parce que moi particulièrement, je suis chrétien, j'aide ma communauté chrétienne. Si vous allez à Tanda, vous allez voir que j'interviens beaucoup, à Bondoukou également, pour les églises, même au niveau national. Mais j'ai un candidat qui est d'une autre confession religieuse que moi, et qui est d'une autre religion, confession religieuse, qui est différente de la mienne. Je respecte cela. Il faut que les uns et les autres se respectent et qu'on ne prenne pas de position, surtout quand on a une telle dimension. Je vais vous rappeler, pour terminer, ce qui s'est passé au Togo. On a vu l'archevêque émérite faire campagne dans le véhicule de Agboyome Kodjo. On l'a vu également sur des affiches d'un candidat. Est-ce que vous trouvez cela normal? Mais malgré tout le tapage qu'il a fait, son candidat a perdu. Parce que Dieu n'était pas avec lui. Notre cardinal dit que la candidature du président Alassane Ouattara n'était pas nécessaire. Alors nous disons au cardinal que lui, sa déclaration n'était pas non plus nécessaire. Merci M. Adjoumani. Nous avons été très heureux de recevoir sur le canapé de l'After Talk et également pour les Live Talk. Rendez-vous mercredi prochain, en tout cas avec un autre invité. Merci Israël Debo. Merci Brice. Merci à vous téléspectateurs.